6e rencontre autour de l'éducation à l'art par la musique pour les tout-petits. Bonjour Morgane. Voilà, je te passe. Merci. Bonjour à tous. Donc on va faire une petite discussion autour de la musique comme un vecteur d'éveil à l'art pour les tout-petits avec Dominique Dalcan, si vous voulez venir. Et donc compositeur, lauréat des Victoires de la musique 2018. Et Mathilde Michel Lambert, qui est directrice de la Philharmonie des enfants, ou Petite Philharmonie de Paris. Un projet qui ouvrira début 2021, très ambitieux pour éveiller les enfants à la musique. Et on a un troisième invité virtuel, qui est Éric Charbonnier, analyste à l'OCDE, spécialiste d'éducation, et qui compare les systèmes éducatifs dans les différents pays de l'OCDE, qui a fait une vidéo pour nous sur l'importance de l'éveil à l'art et à la musique pour les tout-petits. On l'écoute alors? S'il vous plaît. Alors on l'écoute, Monsieur Charbonnier de l'OCDE. Bonjour à tous. Je suis un peu triste d'être avec vous que virtuellement, mais je suis malgré tout très heureux de participer à cette première rencontre du Centre Milford, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres rencontres pour discuter de l'importance de l'éveil à l'art, de la musique, de la petite enfance, qui sont des sujets très importants et très chers aussi au cœur des activités de l'OCDE. D'ailleurs, on a travaillé en proximité avec le Centre Pompidou, avec Clermont-Ferrand pour discuter un petit peu de ce centre qui nous semble toucher vraiment à des leviers très importants aujourd'hui pour permettre aux jeunes enfants de développer des compétences qui vont au-delà de simplement la maîtrise des fondamentaux, parce que l'éveil à l'art, la musique peut ouvrir différentes portes. En quelques chiffres, pourquoi ce centre est intéressant à notre avis du point de vue de l'OCDE? Premièrement, parce qu'il couvre les enfants de 0 à 6 ans et pas simplement les enfants qui sont en maternelle. Toutes les statistiques internationales vous montrent que les premières années de vie jettent les bases de ce que seront le développement des compétences, le bien-être et les apprentissages futurs. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, dès la scolarisation ou l'accueil en crèche, les enfants peuvent développer des compétences sur le langage, les nombres, les relations sociales, le contrôle émotionnel. Bien sûr, à travers du jeu, à travers de la musique, de la danse. On n'est pas obligé on ne fonctionne pas avec les jeunes enfants comme on fonctionne aux autres niveaux d'éducation avec un enseignant devant les élèves. La place du jeu est très importante. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, on a cette impression qu'en France, tout commence à l'école maternelle, alors que dans la plupart des pays, les systèmes de petite enfance sont intégrés, c'est-à-dire qu'elle commence presque dès la naissance jusqu'à l'entrée dans le primaire avec des objectifs pédagogiques adaptés à l'âge des enfants. Et on voit bien que dans ces pays-là, on pourrait citer l'Australie, les pays nordiques, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la place de la musique, la place de l'art est beaucoup plus forte qu'en France. Donc ça, c'est un premier point qui nous semble important sur ce centre Milford, qu'il permet justement aux jeunes enfants, avant même l'entrée en maternelle, d'avoir accès à quelque chose de très stimulant par rapport à leur âge. Deuxième point, la lutte contre les inégalités. Le centre Milford est inclusif et ce que montre à l'OCDE, c'est que les systèmes de petite enfance sont particulièrement bénéfiques pour les enfants issus des milieux défavorisés. C'est-à-dire c'est le niveau d'éducation dans lequel il faut investir le plus massivement possible. On sait en France qu'il y a de très grandes inégalités dans l'accès à l'éducation en fonction du milieu socio-économique dans lequel on vit. Un investissement sur les jeunes enfants issus des milieux défavorisés, c'est finalement leur donner la meilleure chance de réussir leur scolarité et puis de s'insérer efficacement dans la vie. Donc un centre adressé aux enfants de 0 à 6 ans est vraiment une bonne chose. Troisième point, le personnel enseignant. La qualité d'un système d'éducation se mesure au talent de ses enseignants et c'est vrai aussi pour les systèmes d'accueil et d'éducation des jeunes enfants. Il faut rendre attractif le métier et fournir une formation de qualité. Et c'est ça qui est intéressant dans le centre, c'est qu'il y a eu tout un volet de formation des personnels de l'éducation, des personnels qui vont travailler dans ce centre Milford, et ça nous semble être une bonne direction.
d'autant plus la recherche nous montre à quel point des enseignants, des personnels bien formés ont un impact sur la qualité des apprentissages. Et on sait aussi que la formation professionnelle qu'on peut avoir une fois en exercice va avoir encore plus d'importance. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans un terrain d'expérimentation avec Milform et qui va faire évoluer les pratiques pédagogiques, qui va créer de la nouvelle formation professionnelle, et c'est vraiment quelque chose d'important à notre sens. Dernier point, l'implication des parents, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais notamment avec les jeunes enfants, il faut vraiment que tous les acteurs de l'éducation travaillent ensemble. Les enfants, les professionnels de la petite enfance, les missions locales, mais aussi les parents qui ont un rôle finalement pour contribuer à l'éveil des jeunes enfants. Et je crois que là encore, on touche à une démarche qui est très inclusive. C'est pour ça que Milform apporte vraiment quelque chose de nouveau en France, quelque chose qu'on retrouve déjà dans certains pays de l'OCDE, dans les pays nordiques, au Canada notamment. Et je pense que justement, ça va nous aider à expérimenter et à évaluer justement le bienfait de l'éveil à l'art, de l'éveil à la musique chez les jeunes enfants. Et pour revenir à notre table ronde qui concerne plus spécifiquement la musique, à l'OCDE, on a regardé des travaux de recherche et on a pu voir que la musique, l'apprentissage de la musique dès le plus jeune âge, mais aussi avec des enfants au primaire, au collège, avait un effet positif sur le décrochage scolaire, sur la persévérance, sur l'assiduité, sur l'implication en cours. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de valeurs qui sont très importantes et qui se développent avec l'utilisation de la musique. Et ça devrait nous faire réfléchir en France, à faire évoluer nos pratiques pédagogiques et à se dire qu'aujourd'hui, l'art, la musique, la danse sont finalement un moyen d'aider les élèves à développer des valeurs qui les aideront tout au long de la scolarité et aussi dans leur vie en tant que citoyens de demain. Sur la musique, les quelques études qui ont été réalisées, il y a un manque d'études internationales, mais malgré tout montrent l'impact sur les publics défavorisés, sur l'acquisition des compétences. Il y a eu certaines études expérimentales qui ont permis de montrer que ça avait un effet positif pour aider les jeunes qui étaient en situation d'échec scolaire. On a la même chose sur la danse, où il y a eu certaines études en école maternelle qui ont montré que les enfants des milieux défavorisés, il y avait une amélioration de leurs compétences quand on avait des activités autour de la danse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre système d'éducation doit évoluer et tout ce qui se passe avant l'entrée dans le primaire est un peu une place à part, où la place du jeu, la place de la manipulation doit être quelque chose de pris en avant. Sur la musique, intéressons-nous à l'impact sur les milieux défavorisés. C'est assez connu qu'au Venezuela, il y a le El Sistema, qui est un orchestre avec des enfants issus des milieux défavorisés qui ont vraiment bénéficié d'une aide et d'un apprentissage à la musique, et on voit que le handicap socio-économique est compensé à travers l'utilisation de la musique, car aujourd'hui l'orchestre El Sistema est un orchestre parmi les meilleurs du monde, et ce qui prouve qu'il n'y a pas de handicap socio-économique irréversible. Quand on investit chez les publics défavorisés, et notamment à travers de la musique, on peut avoir des résultats. J'aimerais terminer toujours par rapport à cette musique pour vous montrer qu'en France, malgré tout, on a cette impression d'un système d'éducation rigide où rien ne se passe, où il y a peu d'expérimentation. L'exemple de Milform est un exemple d'expérimentation, mais vous avez aussi en Vendée, à l'école Saint-Médard, à Saint-Mars-Maréhorte, c'est un petit village de zone rurale de moins de 1000 habitants, où il y a eu tout un ensemble d'activités qui ont été expérimentées autour de la fabrication de violons et de l'apprentissage de la musique. C'est vraiment intéressant parce que justement, on sait bien que l'art, la musique, parfois, ont un côté très connecté, réservé à un milieu socio-économique. Et là, on a une expérimentation dans une zone rurale où finalement, la musique ne faisait pas forcément partie de la vie de toutes les familles. Et on voit que ça a créé du lien avec les parents, justement, à travers la fabrication de violons en carton. Qu'il y a eu aussi une fierté, on le voit sur cette photo, les enfants sont très fiers d'avoir créé des instruments de musique. Il y a eu aussi de l'entraide qui s'est mise en place, les élèves les plus doués ont aidé ceux les plus en difficulté.
Et puis, ça a donné lieu à des concerts qui ont créé la fierté des parents et puis qui ont donné une vie à ce village autour de la musique. C'est ce genre d'expérimentation. Aujourd'hui, El Sistema, l'association El Sistema existe dans beaucoup d'écoles de Vendée et voilà pour un des éléments qui montrent comment la musique peut nous rapprocher. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est réunis autour d'une table ronde sur l'éveil à l'art par la musique. Il faut se dire aussi que le simple fait d'avoir accès à l'art par sa beauté, par tout ce que ça peut procurer, ne peut qu'aider les enfants à voir les choses différemment et se dire que commencer l'éveil à l'art et à la musique dès le plus jeune âge est une chose qui sera très importante pour le développement des compétences tout au long de la vie. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne table ronde. Merci. Monsieur Charbonnier de l'OCDE. Intéressant. Très intéressant. Il faudra lui envoyer toutes les initiatives qu'on est en train de récolter ici. Il regrettait beaucoup de ne pas être là, ouais. Parce qu'il avait des obligations familiales. Il nous montre donc à quel point l'éveil à la musique est important pour le développement de l'imaginaire, le développement neuronal, l'apprentissage de la vie sociale et même la réduction des inégalités pour les enfants. Et puis, on fait des choses, en fait, en France pour ça. Et Dominique Dalcan et Mathilde Michel-Lambert, vous êtes des exemples de personnes qui exploraient cette question de l'éveil à la musique chez les enfants. Dominique Dalcan, vous avez écrit une symphonie pour les bébés, la symphonie de l'air, qu'on peut entendre à Clermont-Ferrand en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette pièce musicale d'un nouveau genre? Bonjour à tous. Alors non, c'est pas d'un nouveau genre, mais c'est d'un genre, en tout cas, qu'il faut développer. Et l'initiative a mille formes. Aujourd'hui, elle est, je pense, une première pièce à un édifice. Voilà, c'est un premier pas, c'est un engagement autour de l'audio, qui est un peu. Alors, je rejoins le film qui a été diffusé précédemment, qui est un peu le parent pauvre quand même de l'éveil sur la petite enfance en tout cas, qu'il faut justement différencier par rapport à une autre tranche d'âge après qui va être les 5-10 ans. Mais sur cette toute petite enfance, en effet, l'audio est un peu le parent pauvre. Alors ce qui était challengeant ici, c'était sur la proposition de Milleforme de faire autour d'une œuvre avec des gonflables, de faire peut-être un environnement sonore pour les tout-petits. Donc c'est évidemment un peu compliqué à faire et à envisager de prime abord, parce que on peut se demander finalement, en tout cas c'est la question que moi je me suis posée, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ils vont entendre ça, est-ce qu'ils vont vraiment l'entendre, dans quelles circonstances, dans quel lieu, est-ce qu'ils vont avoir peur, est-ce qu'ils vont être contents, etc. Bon bref, il y a donc en fait un vrai questionnement, et c'est là où je veux en venir, un éveillement sur le sens. Comment en fait la musique, et c'est ça, je crois que peut-être de manière synthétique on pourrait avancer aujourd'hui, c'est comment on perçoit les sons, l'audio. Je ne parle pas d'esthétique, je ne parle pas de musique comme ça a été dit avant, on en parlera après de ça. Mais avant toute chose, avant de voir, on entend. Voilà. À la naissance, on entend avant de voir. Dans le ventre même. Et même avant. Donc en fait, ce truc-là, il est assez fondamental. Et je pense qu'il ne faut pas s'en éloigner. On parlait de l'alimentation tout à l'heure avec Sophie. Je crois qu'on peut aussi se rappeler de ces sensations qu'on a eues dès nos premiers jours sur Planète Terre. Des jours, la plupart du temps, quand même assez effrayants. C'est-à-dire qu'on arrive dans un autre monde. Et en fait, progressivement, quand on avance dans l'âge et dans l'éducation, donc qu'on passe de l'éveil à l'éducation, en effet, on oublie en fait ces sensations corporelles. On oublie en fait cette vibration qu'on peut avoir dans le corps. Donc bien vu en effet la transition tout à l'heure avec des danseurs, parce que là on est très près évidemment du corps. Et je trouve que c'est une dimension qui n'est pas toujours vraiment abordée. Donc moi, c'était très challengeant pour moi et intéressant. Et c'est d'ailleurs la nature de futurs travaux que je vais mener, de savoir comment on peut, avec le son, finalement ressentir le corps, comment on peut le travailler et comment on peut entretenir cette chose-là. Donc c'est un éveil au sens, à la vibration, à l'air.
et aussi à la spatialisation du son, et de travailler aussi sur aussi un environnement. Cette spatialisation, elle est d'ordre horizontal, on entend des sons de droite à gauche. C'est intéressant aussi de travailler dans le futur. Je dis dans le futur parce que ça demande un certain équipement et un certain budget, mais de travailler sur la verticalité du son. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est finalement naturel, mais qu'on perd l'habitude d'avoir dans les restitutions, dans les diffusions sonores. L'exemple que je donne parfois, c'est, et que j'ai même encore expérimenté ce matin à Clermont-Ferrand, voilà. Magnifique journée, j'ai ouvert ma fenêtre en grand, j'avais la chance d'avoir une vue magnifique sur la ville. Eh bien, tous les sons ont été révélés, de haut en bas, de droite à gauche. Alors, il suffirait finalement, et c'est peut-être là, enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est une piste intéressante, pour toucher des tout petits, c'est de leur restituer ça. On va raconter une histoire, mais on va la raconter en grand. Voilà. Avec quel type de son vous travaillez ? Eh bien, avec tout type de son, figurez-vous. C'est-à-dire que moi, je suis en effet... pour faire un tout petit flashback, j'ai commencé ma carrière en tant que chanteur et j'ai toujours, en fait, finalement, d'un point de vue esthétique, mélangé l'acoustique et l'électronique. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé un peu plus spécifiquement à la musique électronique. Et qui dit musique électronique aujourd'hui dit son de synthèse aussi, et dit remplacement de sons finalement naturels. Aujourd'hui, et c'est l'œuvre que j'ai faite à Clermont-Ferrand, je me suis inspiré de sons qui existe vraiment, ce que j'appelle du field recording, de l'enregistrement sur le terrain. Donc des sons naturels. Donc ça on pourrait se dire, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me suis dit, tiens, voilà, ces jeunes enfants sont déjà habitués à ces sons-là. Donc harmonisons en fait ces sons-là pour les rendre peut-être plus cohérents, pour les rendre plus domestiques dans le lieu et dans finalement voilà, le lieu de mille formes. Agrémenté de quelques sons de synthèse. Les éléments naturels, pour faire très court, vous irez les écouter tout à l'heure, si vous voulez, demain. Enfin, c'est pendant un moment ici, et avec grand bonheur. C'est les sons du vent. Voilà, vous êtes dans une cuvette, mais tout autour de vous, il y a un vent, et vous le savez très bien, qui souffle et qui est majestueux. Il y a aussi, et je me suis dit, tiens, donc s'il y a un vent et s'il y a des montagnes, s'il y a du volcan, peut-être qu'il y a aussi des pâturages, peut-être qu'il y a aussi des vaches, etc. Et je me suis imaginé, et donc là j'en reviens aussi à ce qu'on s'était dit quand on avait préparé cet entretien. Moi quand j'étais gamin, voilà, ma première sensation au son, ça a été des histoires racontées par des disques. C'était des histoires, peut-être le livre audio d'aujourd'hui, j'en sais rien, mais moi c'était des histoires de Pierrot et le loup, c'était même le Lotus bleu d'Hergé, avec un magnifique 33 tours, avec une pochette incroyable. Faut croire que ça m'a quand même influencé, parce que finalement, j'en ai fait donc mon métier, d'être chanteur et musicien, raconter des histoires, parce que c'est ce que je fais finalement. Donc j'étais très sensible à ce truc-là, à cette intimité du son. D'accord ? Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on prend le temps d'écouter. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, peut-être que je terminerai avec ça. C'est que voir des choses, il y a énormément d'images qui nous sont projetées. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Les images, elles sont partout. L'œil, il est éduqué. Est-ce que l'oreille, elle est éduquée de la même manière ? J'en suis pas certain. En tout cas, peut-être qu'au début, on avait cette éducation, et peut-être qu'on a oublié ce sens d'une certaine manière. Donc il serait peut-être assez intéressant de faire des œuvres autour de cette recherche de mémoire, en fait, des archives. Cette notion d'archive, elle est intéressante. Juste pour dire que voilà, ce vent, Clermont-Ferrand, ça me faisait penser à des pâturages, peut-être des vaches, peut-être les cloches qu'il y avait autour du cou des vaches. Donc j'ai mis des sortes de tintillements comme ça avec cette musique. Et puis au final, après, voilà, j'ai harmonisé tout ça pour faire une petite œuvre. Voilà tout le cheminement. J'étais un peu long, j'en suis désolé. Il faut vraiment voilà. aller l'écouter. Là, on a très envie. Là. On peut l'écouter à mille formes, on peut l'écouter en s'allongeant et en regardant vous faites avec ce que les vous bébés. Voulez, hein. Il y a de la moquette. Il y a des par terre. gonflables, voilà, c'est avec le travail de Paul Cox aussi. Voilà, il y a tout un travail autour des gonflables, donc d'où l'idée du souffle et du vent. Et voilà, ça a été initié par le Centre Pompidou en l'occurrence. Merci Dominique. À propos d'éveil de l'oreille, à la Philharmonie de Paris, vous êtes en plein dans le sujet puisque vous proposez tout un parcours, enfin vous êtes en train d'élaborer un parcours pour les enfants à partir de 4 ans. C'est bien ça ? Oui, c'est ça.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. À la Philharmonie de Paris, en effet, on n'en est pas à notre premier coup d'essai concernant les activités proposées aux familles, puisque, vous le savez sans doute, un certain nombre d'ateliers, plusieurs milliers en réalité, chaque année sont proposés pour les enfants de 0 à 15 ans, des concerts et spectacles pour les petits, y compris des concerts bébés de 0 à 3 ans. Toute l'activité de médiation culturelle du Musée national de la musique, et puis les orchestres Demos. Éric Charbonnier parlait tout à l'heure de El Sistema, donc inspiré aussi de cette proposition à l'adresse des enfants dans les quartiers politiques de la ville. Donc 30 orchestres Demos pour le moment, 60 en 2022, je regarde Clara, qui propose aux enfants de 8 à 11 ans de s'emparer de la musique symphonique et d'apprendre sans prérequis de connaissances préalables, un instrument de musique symphonique. Alors, dans cet écosystème-là, la Philharmonie de Paris, il lui manquait un petit peu une brique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une attente extrêmement forte et une demande considérable des familles pour des activités destinées aux petits-enfants, et en particulier, on l'a observé sur les tranches maternelles, école élémentaire, d'où notre 4-10 ans. Mais aussi parce que dans ce dispositif, il manquait un lieu, vraiment un lieu d'accueil permanent, de liberté totale, de mouvement, pour les enfants et ceux qui les accompagnent. En l'occurrence, en semaine, plutôt les professeurs des écoles, et le week-end ou pendant les vacances, les parents, les grands-parents, mais pourquoi pas aussi oncles et tantes, grands frères, très grandes sœurs, qui leur proposent une première immersion dans les sons et la musique. Et notre propos, c'est effectivement les sons et la musique. Le son, c'est une section partielle de cette proposition. On va avoir un parcours qui proposera des manipulables, donc un certain nombre d'installations interactives où les enfants se saisissent eux-mêmes des objets et appréhendent eux-mêmes un certain nombre de notions qu'on veut leur faire comprendre. Ils le font de manière libre, sans aucun prérequis, encore une fois, de pratique ou de connaissance. Et l'important pour nous, c'est, je rebondis aussi sur ce que dit Dominique Dalcan, c'est vraiment de mettre le corps au centre de cette expérience et de mettre l'attention à l'écoute aussi au centre de cette expérience. Les enfants auxquels on s'adresse sont hyper connectés, ils sont énormément sur les tablettes, 88% d'entre eux, d'après une étude qu'on avait menée l'hiver dernier sur les enfants de 0 à 10 ans, ont chaque jour dans les mains un écran, qu'il soit tablette, smartphone, ordinateur, etc. C'est important de leur proposer des activités qui les éloignent un petit peu de ces écrans et qui ne soient pas qu'une expérience visuelle. Et là, je vous rejoins aussi, Dominique. On a énormément de choses, un foisonnement de propositions, y compris in situ, avec des initiatives de musées, d'associations, de festivals, où on va leur proposer des immersions, selon un terme à la mode, qui va être une immersion visuelle, qui va être encore plus sollicitante sur le plan de la vue que l'environnement qui est le leur aujourd'hui. Et en réalité, on a la possibilité de revenir à cette chose première, à cette chose essentielle, qui est l'écoute, l'attention, la concentration dans l'écoute. Et on sait bien que les études scientifiques montrent la puissance et le pouvoir formidable de l'apprentissage de la musique sur les apprentissages fondamentaux, sur les compétences neurocognitives, la capacité à vivre ensemble, l'empathie, la collaboration, la concentration, la mémorisation. Mais on se rend compte de plus en plus aussi à travers ces études que le simple fait d'écouter, d'être concentré dans des conditions faites pour ça, sur de la musique dans un temps long. Alors un temps long pour un enfant, ça peut être 45 secondes, c'est déjà long. Et en particulier de musique élaborée, crée en fait dans son cerveau des chemins aussi puissants et lui donne des armes pour la suite. Vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous appelez les manipulables, ces expériences auditives ? Alors dans les manipulables, il y a principalement des machines, des interactifs mécaniques ou électromécaniques. On souhaite que la technologie, qui quelquefois est extrêmement sophistiquée, se fasse discrète au bénéfice d'une prise en main, au sens propre du terme, et d'une mise en mouvement. La danse et la musique, ce sont finalement nos fondamentaux. C'est notre rapport au monde qui est musical et qui est dansant. Donc c'est vraiment ça qui est proposé aux enfants. Alors des exemples,
On peut en donner un certain nombre. On a eu l'occasion de tester une douzaine d'installations à la fin des vacances de printemps à la Philharmonie dans un lieu temporaire et avec une scénographie en carton. Ces installations étaient plutôt tournées autour de l'expérience du son, mais on avait par exemple une grotte des sons où il était proposé aux enfants de révéler dans l'obscurité d'une grotte et de reconnaître finalement un paysage sonore. La lampe torche dont ils étaient armés permettait de révéler le son d'un moustique, d'un hélicoptère, d'un crapaud, d'un vélo moteur, enfin voilà. Et ils pouvaient finalement glaner et mettre dans leur petit panier un certain nombre de sons qu'ils allaient découvrir par eux-mêmes. Il y avait dans ces propositions une marelle sonore où à 5 enfants on compose sur la base d'un motif visuel qui est à reproduire et on harmonise finalement une musique. Un compositrain dans lequel on va poser des éléments de paysage qui sont des objets comme des énormes pièces de Lego sur le chemin du train qui va aller lire la musique qui est en train de se former. Bon, ce sont quelques exemples. Ça donne envie. Qui a imaginé ces installations? Ce sont vous, des designers, des sound designers, des consultants, des chercheurs? Alors on a passé quasiment 1 an à rassembler nos forces au sein de la Philharmonie avec ethnomusicologues, chercheurs en neurosciences cognitives, conseils pédagogiques, etc. pour vraiment baliser l'ensemble des territoires, des notions, des thèmes que nous voulions aborder. Donc 5 thèmes, les sons et les phénomènes sonores, les instruments de musique, qu'est-ce qu'il faut fabriquer pour qu'un instrument se fasse, le petit monde des musiciens qui aborde le statut d'interprète et la direction d'orchestre, par exemple. Une section autour de mon corps comme instrument, qui évidemment fait une place considérable à la voix, mais pas seulement, aux percussions corporelles et au rythme du corps, au rythme de la pulsation cardiaque, à la perception solidienne, c'est-à-dire à travers les os du corps de la vibration. Et puis une section sur le langage, l'évocation, la composition musicale, bref, toutes ces choses qui ne se voient pas et qui sont élaborées dans le langage musical. Alors on a sollicité les compétences de la Philharmonie de Paris, on a aussi sollicité dans une sorte de mariage un peu improbable pour l'institution des réseaux de makers, de développeurs qui travaillent en open source, souvent d'ailleurs à destination de publics en situation de handicap, en particulier d'enfants et d'enfants autistes. C'était principalement leur terrain de spécialité, mais on aurait pu imaginer d'autres types de handicap, puisque ce projet, il se préoccupe vraiment d'inclusion globale. C'est vrai de toutes les populations sur le plan socio-économique, et c'est vrai aussi de toutes les capacités physiques que les enfants auront ou n'auront pas quand ils viendront visiter ce lieu. Et donc c'est par exemple avec ces makers, avec ces collectifs de l'accessibilité universelle de la musique qu'on a conçu cette douzaine d'installations qui ont été testées fin avril. Mais par ailleurs, on se rapproche de concepteurs de jeux vidéo, par exemple, même si on est dans une interaction qui est une interaction très physique, parce que ils ont cette capacité de rendre un scénario d'usage le plus ludique et le plus efficace possible. Quand on est dans un lieu où il faut en quelques secondes s'emparer d'une machine, il faut que ce soit extrêmement intuitif. Voilà. Merci beaucoup. Dominique, est-ce qu'on parle là de musique ou de son quand on parle de votre symphonie? Parce que non, là, on oui, est entre les deux. Bon, alors en effet, là, en fait, on est en train de chevaucher sur différentes tranches d'âge, à vrai dire. Donc moi, oui, évidemment, on parle de musique. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éveil au son. Tout ça n'est pas antinomique, en fait, c'est plutôt une conjugaison d'une valise pédagogique, on va dire, mais l'éveil à la musique et donc à l'esthétisme a un sens. Tiens, j'aime bien la musique classique parce que souvent on commence par le conservatoire. En tout cas, c'est une volonté des parents, la plupart du temps d'ailleurs, je tiens à le dire. Moi, j'ai tenu, je crois, 6 mois. Ah. Et je crois en fait que je suis en train de me vanter. J'ai été beaucoup plus expéditif que ça. J'ai appris moi personnellement la musique sur le piano de ma sœur, qui elle a été un peu obligée de continuer le conservatoire.
Mais ça a été déceptif pour elle, parce qu'en fait... Une fille. Mais écoutez, on va pas rentrer là-dedans, mais juste là où je veux revenir, c'est que c'était déceptif pour elle. Pourquoi ? Parce que, étonnamment, j'arrivais à plus rapidement jouer de manière évidemment autodidacte, instinctive, et à composer, plutôt qu'elle qui, évidemment, essayait de lire la musique avec tout le système éducatif dans les conservatoires. Autre débat. Mais en tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que, qu'importe l'esthétisme, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, en effet, s'engager et performer, quoi. C'est-à-dire vraiment pratiquer. Donc cette idée de pratique de manière autodidacte, elle est vraiment importante. Mais je crois que au tout début, parce que c'est ça aussi. Moi, je fais par exemple des ateliers avec... là, l'année prochaine, je vais commencer avec l'Éducation nationale autour des fabriques à musique. Donc ça, c'est initié par la SACEM. Et donc, c'est là une fabrique électronique, par exemple, que je vais faire avec une classe. Mais là, on est déjà dans une autre tranche d'âge. Et en fait, juste petite parenthèse quand même, là, ce qui est assez intéressant, c'est comment on fait pour capter les enfants. Et donc, vous avez trouvé une parade avec toute une panoplie qui est assez intéressante, et avec des makers. Donc, en mettant la technologie comme allié, ça, c'est aussi très passionnant, puisque à l'inverse de ce qui a été dit, pas à l'inverse, mais de manière un petit peu en chemin de traverse en ce qui me concerne, moi, je trouve que la technologie, elle crée un lien très fort et elle sort de l'isolement les gamins. Alors qu'on a plutôt tendance à dire, en tout cas une majeure partie, que c'est vrai que la société elle est très immédiate et qu'on veut un résultat tout de suite et que sinon il y a une frustration, c'est une évidence. C'est vrai aussi que parfois, pour calmer le jeu, entre guillemets, on met les enfants devant des écrans. Mais les enfants, quand ils vont sur les devices, en fait, globalement, ils créent du lien. Ils créent du lien parce qu'ils jouent ensemble. Ils font des jeux en réseau, par exemple, pour la vidéo. Je trouve que l'intervention tout à l'heure de la personne qui est venue, Eric, ça aurait été très intéressant. Et ça, c'est une manière de créer du lien, de faire du stream live. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle est plus... Là, on était très passif par rapport à cet écran. C'est là où je veux en venir. Ça aurait été très intéressant qu'il fasse partie de cette conversation en direct. Donc ça veut dire que l'écran, à un moment donné, la technologie, elle nous permet, en fait, de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là, mais avec, donc, le monde entier. Je veux dire qu'il y a des chorégraphies aujourd'hui qui se font, où il y a des danseurs qui dansent sur le plateau, alors qu'ils sont à l'autre bout de la Terre. Donc ça, c'est assez challengeant. On peut faire un groupe de musique sans forcément être tous au même endroit, au même moment. Et donc, c'est dans ce sens-là où je trouve que ça peut créer du lien et que c'est assez intéressant. Et toutes les œuvres, aujourd'hui, qui se développent, donc pour les un peu plus grands, c'est des œuvres transverses et hybrides, où justement, ça convoque tout un tas de médiums, et dans ce sens-là. Et je trouve que, moi, mon travail, aujourd'hui, il est sur ce territoire-là. Je dois donner du sens avec, finalement, on revient sur cette idée de comment on raconte une histoire. On la raconte aujourd'hui, évidemment, par le basique, c'est-à-dire le son, mais aussi avec toute la panoplie qui est à notre disposition aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme retour en termes de bien-être de la part des parents qui parlent à la place des enfants ou des enfants directement ? Qu'est-ce qu'ils vous disent que ça leur procure ? La plupart des enfants est enthousiastes, très impliqués. Lâchant très vite une activité à laquelle ils n'ont pas compris grand-chose. Enfin, ils ne s'embarrassent pas, ils ne s'obstinent pas. Ils ne se gênent pas pour dire « je m'ennuie, c'est nul ». En revanche, vraiment, un engouement et vraiment une adhésion très spontanée du corps, une formidable formulation aussi de l'expérience qu'ils ont vécue, parce que dans la plupart des cas, en tout cas sur ces installations, alors on espère que toutes les installations de la Philharmonie des enfants feront mouche, mais on aura forcément des ratés, quelques-uns. J'avais pas fait. On leur propose de s'allonger sur une table pour une expérience solidienne où d'autres enfants viennent gratter, donc vraiment de transmission du son par les os du corps. Et bien finalement, proposer qu'un lieu propose à un enfant de s'allonger et que d'autres lui fassent un massage de son, ça c'est quelque chose auxquels ils n'ont pas été confrontés. Donc il y avait cette curiosité, cette envie. Une expérience. Merci à tous les deux.